Le premier festival vivant s'est tenu à Paris du 15 au 17 septembre 2016 avec un enjeu majeur, débattre des manipulations du vivant. Pendant 3 jours, 70 experts académiques et industriels ont montré la frénésie croissante autour des ressources vivantes. Avec une question en forme de leitmotiv, la bioéconomie et les biotech peuvent-elles contribuer aux transitions écologiques et énergétiques ? La part que prend le calcul dans nos sociétés est sans doute la face la plus visible de ce qu'on appelle quelquefois la déshumanisation. La déshumanisation, elle est liée à l'avènement du nombre et du calcul appliqué à ce qui est humain. Alors, est-ce que nous avons les moyens aujourd'hui de résister à cela? Est-ce qu'on peut résister aux algorithmes? Sachant que les algorithmes conditionnent l'essentiel de notre vie quotidienne. C'est vraiment là le défi. Mais il me semble que la première étape à franchir, c'est de prendre conscience précisément du caractère réducteur du calcul lorsqu'il s'agit de parler de l'humain. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas intelligents parce que nous savons calculer, nous sommes intelligents pour une part parce que nous savons calculer, mais nous savons faire quantité d'autres choses que de calculer. Aujourd'hui, quand on parle de l'intelligence artificielle comme devant remplacer l'intelligence biologique, on traduit précisément que nous ne pensons plus les choses qu'en termes de calcul. Si l'intelligence, c'est l'aptitude au calcul, alors effectivement, les machines vont nous dépasser parce qu'elles calculeront toujours plus vite que nous. Mais je persiste à penser qu'il y a des formes d'intelligence qui ne se réduisent pas au calcul. Donc, pour répondre à une question générale qui serait celle de savoir quel est l'avenir de l'humain dans un contexte où les technologies nous imposent toujours davantage de calcul, eh bien, je dirais qu'il faut s'engouffrer là où précisément les machines sont déficientes, c'est-à-dire là, en l'occurrence, en matière d'intelligence, dans la musique, il y a une intelligence musicale, dans les sons et les odeurs, il y a une intelligence olfactive, il y a une intelligence auditive, et tout cela, pour l'instant, n'est pas encore arraisonné par les machines, et peut-être ne le sera jamais. Et c'est précisément ces places-là qu'il faut essayer d'occuper. Donc on a des stratégies de résistance à développer. Il faut que nous considérions quasiment en guerre contre des technologies qui veulent nous réduire à la machine. Nous, dans le cadre d'un workshop avec l'école Strat Design, on a cherché à réfléchir sur le sujet du corps. Et donc on a développé trois sujets dans un monde un peu dystopique où il y aurait des greffes de peau qui pourraient se faire si on est jaloux de la capillarité de quelqu'un. Par exemple, j'aime les cheveux bouclés de ma copine. Je vais pouvoir avoir cette qualité-là de ses cheveux avec un bout de peau que je vais pouvoir trouver en magasin. Donc on a inventé ce magasin-là qui s'appelle Transpo. On a également inventé un magasin qui s'appelle Vivo, qui a pour but de rendre vivants des objets du quotidien, donc des brosses à dents qui vont évoluer en même temps que nous, donc leurs cheveux, leurs poils vont pousser en même temps que nous. Et enfin, on a aussi imaginé une série de posters qui décrivent ce monde un peu dystopique où grâce à la biosynthèse, on pourrait avoir une certaine qualité de vie. Donc mon chat, je pourrais le retrouver dans le noir, il serait fluo, ou alors mon bras serait très très long pour pouvoir me gratter le dos. Voilà, donc tout ça pour se poser les questions des limites de la biosynthèse et savoir où est-ce qu'on pourra s'arrêter. Est-ce qu'on pourra avoir plus de respect pour les objets ou plus de respect pour notre environnement, ou alors l'inverse, on verra. Alors actuellement, la plupart des constats qui sont faits rejoignent une démonstration commune de limites, qu'il s'agisse de limites de la physiologie. Les maxima sont ceux des records du monde, que ce soit les limites de l'économie, que ce soit sur des capacités technologiques, là encore. Toutes celles-là montrent que nous arrivons sur un espace de saturation
des capacités d'innovation, de développement et de la biologie humaine, et qu'il nous reste quelques années ou décennies peut-être seulement pour en atteindre les asymptotes. Cet élément va avoir pour conséquence finalement à la fois de nous poser la question de futures possibilités de développement et aussi de savoir comment limiter dans certains domaines les régressions. Le moteur principal de notre adaptation à ces conditions nouvelles du 21e sera très probablement de mieux comprendre ce que sont les règles qui organisent à la fois notre propre fonctionnement, mais aussi notre rapport aux autres et notre rapport à l'environnement. Et c'est dans ce contexte probablement qu'il y a le plus à gagner, puisque ces éléments-là nous échappent à notre compréhension, mais on peut imaginer qu'une fois qu'elles seront intégrées, une fois qu'elles seront comprises par l'humanité, elles puissent proposer toute une série d'options qui assurent sa pérennité. On observe dans l'Antiquité qu'il y a la nature d'une part et les artifices d'autre part. La nature, c'est effectivement ce qui constitue le vivant. Nous, sur Terre, tout ce qui est, disons, animé par quelque chose. Il y a un principe interne de la nature qui fait que la nature se transforme, qu'il y a un mouvement de la nature, une évolution. Il y a aussi les artifices. Ce que je dirais, cette dichotomie se poursuit. Mais la différence, c'est qu'à partir du XVIIe siècle, la nature se transforme et elle devient une machine. C'est-à-dire qu'on entre dans le mécanisme et de fait, ce qui est nature est en même temps artifice. C'est que l'artifice devient nature. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre la nature et l'artifice. On est donc dans un vivant, une nature qui s'est mécanisée. Donc notre rapport au monde est totalement différent. Mais je pense que la dichotomie se fait plutôt au XVIIe siècle et qu'il y a une certaine stabilité, même si le vivant, disons, de la chrétienté n'est pas le vivant des antiques. Mais il y a malgré tout une dichotomie entre ce qui est de la nature et ce qui est de la technique. Or, cela disparaît au XVIIe siècle et pour nous, de fait, aussi. Nautile, c'est son nom, c'est une bouilloire bio-inspirée, donc ça veut dire inspirée du vivant, pour en fait limiter son impact environnemental. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a toute une bibliothèque de mécanismes et d'espèces qui peuvent nous inspirer des solutions pour reconcevoir les objets du quotidien. Et Nautile en est l'exemple même. Donc on a reconçu en fait l'objet bouilloire électrique par différents types d'inspiration. Donc il y en a 4 au total, qui nous ont permis en fait de réduire l'impact environnemental de cette nouvelle bouilloire de 80%. J'ai travaillé avec les participants sur la question de l'atelier mine d'énergie. Et donc ça a été une expérience assez intéressante parce qu'on est parti plutôt des innovations biotechnologiques du moment pour essayer d'imaginer les futurs. Et ce qui a été mis au cœur de l'atelier, en fait, c'est que la mine d'énergie principale et la plus importante pour imaginer l'avenir énergétique de demain, c'est quand même l'énergie humaine et la façon dont on peut collaborer et donc aussi de garder un certain optimisme par rapport à ça. Donc c'était une réflexion assez inattendue et assez intéressante en ce sens-là. J'ai appelé ce jardin divers parce que j'utilise des matériaux assez éclectiques, dont de la pâte à modeler, des matériaux de bricolage. Donc c'est des matériaux bizarrement pas du tout naturels, complètement chimiques même. Mais justement j'aime bien cette opposition de pouvoir créer du poétique avec des matériaux complètement de la société de consommation, mais que ce soit aussi d'une certaine manière des matériaux pauvres et des matériaux accessibles, assez ludiques, et les transposer en une inspiration végétale. Mais ça aussi j'ai aussi une autre raison pour laquelle j'ai choisi ces matériaux, c'est par rapport à mon questionnement du réemploi, du cycle de la matière. C'est-à-dire que c'est des matériaux qui, a priori, ne sont pas des matériaux dégradables,
ou pas facilement dégradable. Mais en même temps, par exemple, la pâte à modeler est une matière qui n'est absolument pas pérenne, qui est très fragile en fait, qui ne sèche pas, qui s'érode à l'air libre, à la poussière. Et donc en fait, j'aimais bien l'idée que je crée des plantes artificielles mais qui s'autodétruisent comme dans un cycle de vraies plantes en fait, avec un cycle de vraies plantes.